Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Et cette semaine encore, on a le droit à un florilège de news qui vont vous passionner. Entre Elon Musk qui défie OpenAI, une IA française en plein tourment, et des projets faramineux en matière de supercalculateurs, c'est parti pour notre récap complet de la semaine. Alors installez-vous confortablement et on commence tout de suite avec la première actualité qui va concerner Elon Musk contre Sam Altman avec une histoire d'offres à plusieurs milliards. En fait, on démarre fort avec la guerre déclarée entre Elon Musk et Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Vous avez sûrement vu passer la news, Musk a proposé avec son consortium d'investisseurs 97,4 milliards de dollars pour racheter OpenAI. Alors oui, vous avez bien entendu, c'est près de 100 milliards de dollars en cash pour racheter OpenAI, mais Sam Altman, il a immédiatement refusé cette offre, la jugeant non sérieuse et accusant Musk de vouloir déstabiliser OpenAI. Donc pour rappel, Musk, il avait cofondé OpenAI en tant qu'organisme à but non lucratif. Et il conteste aujourd'hui le statut commercial de cette entreprise. Il est même en procès pour tenter de bloquer cette transformation. Puisque OpenAI, ils cherchent, eux, à se transformer en organisme à but lucratif pour attirer forcément plus d'investisseurs et plus de fonds, puisqu'ils ont vraiment besoin d'énormément d'argent, tout simplement, et d'investissement pour pouvoir continuer à faire évoluer leur modèle et surtout pour la partie création des supercalculateurs qui leur permettront de par la suite proposer les futurs modèles qui pourront être du coup de plus en plus intelligents et de plus en plus puissants. Donc forcément, le clash a pris des proportions dignes d'une rap battle à la façon de Kendrick Lamar versus Drake par exemple, notamment sur X, l'ancien Twitter, où Altman a ironisé en disant qu'il pourrait racheter X pour 1/10 de cette offre, donc 9,774 milliards de dollars. Donc forcément, l'ambiance est un petit peu chaude entre les deux anciens associés. On sait qu'a priori, ils ne s'aiment pas trop, surtout du côté de Musk. Et on s'interroge aussi un petit peu sur ce timing, puisque l'offre de Musk, elle expire en mai 2025. Donc à moins qu'OpenAI ne la rejette avant, Musk exige en plus, pour justement justifier de cette offre, un accès complet aux finances et au personnel d'OpenAI pour valider son offre, ce qui lui donnerait forcément un aperçu assez précieux et sensible de l'entreprise. Bref, c'est un bras de fer retentissant entre Musk et Sam Altman sur ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette proposition, elle fragilise un peu le procès intenté par Musk envers OpenAI, puisque forcément, ça va un peu à l'encontre de son argument. OpenAI ne peut pas être privatisé, c'est un petit peu ce qu'il nous disait, sauf que lui derrière, s'il veut la racheter, forcément, tout ça ne fonctionne pas vraiment. Donc je sais pas exactement quelle est la stratégie de Musk derrière tout ça. C'est probablement plus pour déstabiliser et embêter un petit peu Sam Altman, mais voilà, en tout cas, il a fait cette offre qui a fait pas mal remuer Twitter durant les derniers jours. Et justement, Elon Musk, il ne s'arrête pas à l'affaire de OpenAI, puisqu'il a son autre bébé, xAI, qui est l'entreprise dédiée au développement de l'intelligence artificielle, qui vient de dévoiler son dernier modèle qui s'appelle Grok 3, donc Grok avec un K, à ne pas confondre avec l'entreprise Grok avec un Q, qui est l'entreprise qui propose du hardware pour justement accélérer les calculs liés à l'intelligence artificielle, la partie inférence de l'intelligence artificielle, et qui notamment travaille avec Mistral AI, dont on a déjà pas mal parlé dans d'autres épisodes. Et donc ce nouveau modèle Grok 3, il améliore le raisonnement et l'analyse d'images, et il tourne sur le supercalculateur de 200 000 GPU que xAI a réussi à monter en des temps records. Donc forcément, c'est un supercalculateur qui est 10 fois plus puissant que son prédécesseur, et ça permet forcément d'avoir un modèle qui est quand même assez impressionnant, sachant que xAI, ils ont quand même démarré la course avec un sacré retard, et quand on compare ce qu'ils ont été capables de faire en si peu de temps, ça reste quand même très impressionnant. Si on prend en parallèle une entreprise comme Apple, qui est toujours très à la traîne aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle, xAI, ils ont quand même réussi à arriver à un niveau qui est impressionnant aujourd'hui, sur les benchmarks d'ailleurs, qui se révèlent être assez performants, voire même aussi performants que les meilleurs modèles actuellement auxquels on a accès. Donc il y a deux versions phares de ce modèle-là. Il y a Grok 3 Reasoning qui permet tout simplement de faire des réflexions un peu plus approfondies pour les mathématiques et la programmation par exemple. Et il y a aussi une fonctionnalité Deep Search qui est l'équivalent de la fonctionnalité qu'OpenAI propose et qui est une fonctionnalité qu'on doit quand même payer $200 quand on passe par la version de OpenAI. La version Deep Research, qui est quand même très impressionnante de OpenAI, elle vaut $200 puisqu'il faut avoir un compte GPT Pro
pour pouvoir y avoir accès. Et donc là, pour l'instant, Grok 3 a une fonctionnalité qui est équivalente et qui est disponible gratuitement. Et honnêtement, je l'ai testée, elle est quand même assez impressionnante. J'ai trouvé qu'elle était capable d'aller chercher dans de nombreux sites internet. Donc je l'ai un petit peu testé sur typiquement une question liée à l'actualité de l'intelligence artificielle. Et elle a été capable d'aller chercher des sources sur des sites internet que j'utilise habituellement pour créer mes podcasts. Alors que quand je fais la même chose avec ChatGPT, elle est incapable d'aller chercher sur des sites un petit peu liés à la tech et aux actualités tech, puisque on a toujours ce problème où certains sites n'autorisent pas l'intelligence artificielle à y accéder. Donc là, je sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, Grok 3, il est capable d'accéder à pas mal de sites, et ça, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et en plus de ça, il est aussi capable d'aller accéder aux informations directement sur X. Donc forcément, faut se méfier. X, c'est un réseau social, donc les sources sont pas forcément toujours vérifiées et toujours sérieuses, mais ça lui donne un véritable avantage sur sa capacité à avoir des informations très 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 récentes. Et donc là-dessus aussi, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Donc c'est vraiment un modèle que je vous encourage à aller regarder, et vous pourrez le tester par vous-même, me dire ce que vous en pensez. Mais c'est quand même impressionnant de se dire que xAI, qui avait quand même pas mal de retard sur le développement d'une intelligence artificielle, a priori clairement réussi à combler son retard. Et ça, c'est sûrement aussi grâce au fait qu'ils ont réussi à monter un supercalculateur de 200 000 cartes graphiques en des temps records, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc a priori, le modèle sera par la suite réservé aux abonnés de Twitter X Premium, donc c'est un abonnement qui devrait coûter $50 par mois. Et ils ont aussi proposé une version qui s'appelle Super Grok, que j'ai pas eu l'occasion de tester, qui elle serait disponible à partir d'un abonnement qui coûterait lui $30 par mois. Donc on pourra un peu voir comment ces différents abonnements évolueront par la suite, mais en tout cas pour l'instant c'est possible d'utiliser Grok gratuitement. Mais on a quand même eu une petite polémique avec la sortie de ce nouveau modèle Grok, puisqu'on a un employé d'OpenAI qui a accusé xAI d'avoir faussé les benchmarks en omettant une méthode qui permet justement de s'assurer une certaine fiabilité sur les benchmarks, et ça pourrait changer la donne sur les résultats qu'ils ont annoncés. Il y a d'autres utilisateurs qui rapportent que Grok 3 a brièvement aussi censuré Trump et Musk dans certaines requêtes sur la désinformation. Donc il y a quand même aussi un sujet toujours sur la ligne éditoriale on pourrait appeler ça la ligne éditoriale un petit peu d'un modèle, puisque forcément le modèle peut justement avec des outils de censure ou autres avoir un comportement qui pourrait être un petit peu différent. Et justement a priori là le modèle il avait carrément suggéré la peine de mort pour Trump et Musk, donc forcément c'est pas forcément une très bonne publicité pour un modèle qui vient de sortir. Donc on sait que Musk il a quand même un vrai poids politique aujourd'hui, et que forcément avec ce modèle xAI il va peut-être aussi avoir en tendance à avoir une ligne éditoriale différente de ce qui est proposé avec d'autres modèles comme ceux qui sont proposés par OpenAI ou Google. Donc on pourra un peu le tester dans ses retranchements pour voir un peu ce qui nous sort là-dessus, mais faut pas se voiler la face, proposer un modèle neutre qui soi-disant propose une vérité absolue, c'est un petit peu comme ça que Musk l'a montré, c'est quelque chose qui n'est pas possible, il y aura toujours forcément une petite tendance du modèle à proposer des versions, en tout cas des réponses qui seront orientées plus ou moins. Et ce qui est d'ailleurs drôle, c'est que parfois les modèles qui seraient du coup proposés par une entreprise comme xAI peuvent avoir un discours qui serait complètement à l'opposé du discours politique en tout cas que pourrait avoir Musk. Donc voilà, comme quoi c'est pas si simple de justement faire de la modération sur une intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose que je vous conseille de garder en tête quand vous utilisez un large language model. Gardez en tête que quand même derrière il y a potentiellement une certaine ligne éditoriale. On en avait parlé avec la sortie de DeepSeek, qui typiquement ne pouvait pas parler de sujets liés à la Chine, et notamment ne pouvait pas critiquer le gouvernement chinois. Là on va avoir des choses qui vont être similaires. Donc gardez votre esprit critique à l'époque d'aujourd'hui, avec tout ce qui se fait en matière d'intelligence artificielle générative, que ce soit en matière de génération d'images, dans en matière de génération de vidéos, de musique ou de texte. Gardez votre esprit critique, je pense que c'est très important de le garder, puisque forcément toutes ces intelligences artificielles ne sont pas parfaites, et elles ne proposent pas une objectivité parfaite, donc il faut quand même garder toujours son petit esprit critique dans un coin de la tête.
Donc ensuite, on va passer à OpenAI, qui ne se repose pas sur ses lauriers malgré le bras de fer avec Musk. Donc il y a 3 annonces majeures qui ont eu lieu. Il y a tout simplement une première annonce qui fait état de 400 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Donc en décembre 2024, ils étaient uniquement à 300 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Et donc depuis décembre 2024, il y aurait eu 100 millions d'utilisateurs supplémentaires. Donc c'est quand même énorme, hein. Ça montre que l'entreprise a quand même un très grand engagement, hein. 400 millions d'utilisateurs par semaine, c'est énorme. Donc c'est clairement les leaders aujourd'hui sur l'IA générative en matière de texte. Ils ont également plus de 2 millions d'entreprises qui sont clientes maintenant de OpenAI. C'est le double d'entreprises de ce qu'ils avaient en septembre 2024. L'outil Operator, qui est le système d'agents d'OpenAI, il est aussi maintenant déployé dans plusieurs pays, notamment en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, en Inde et au Japon. Bien évidemment, toujours pas en Europe. Alors j'ai quand même fait le test de cet agent, donc encore une fois, si vous avez des idées de scénarios que vous voulez tester, n'hésitez pas à me les donner. Moi j'ai commencé à faire quelques petits tests de mon côté. Pour l'instant, c'est vrai que ça peut être utile, c'est un petit peu le petit stagiaire qui peut vous aider sur certaines tâches un peu répétitives. Je vous donne un exemple, quand je suis allé au Cannes World AI Festival, donc la semaine dernière, je lui ai demandé de me faire la liste de toutes les startups qui étaient françaises, et donc il a pu aller directement chercher cette liste sur le site internet du festival, et ensuite je lui ai demandé de me faire la liste des différents stands, de la localisation de leurs stands, et ces informations-là, elles étaient dans différentes pages du site internet, et il a pu du coup aller me les chercher une par une et me les compiler à la fin. Et donc c'est vrai que ça peut être pratique, et ce qui est intéressant, c'est qu'on lui pose la question, il se lance sur sa tâche, il peut prendre après derrière 15, 20 minutes, 30 minutes, peu importe, mais nous en attendant on fait quelque chose d'autre, et à la fin on a notre résultat, donc ça peut quand même être assez intéressant, mais on va pas se mentir, aujourd'hui à 200$ par mois, c'est quand même très cher payé pour un outil qui honnêtement est aujourd'hui vraiment plus une bêta qu'autre chose, et c'est vrai qu'à 200$ par mois, on n'a pas uniquement cet accès, on a aussi accès au modèle O1 Pro et à la nouvelle fonctionnalité Deep Research, qui est aussi assez intéressante, mais qui a encore ses limites. Je trouve que notamment au niveau des sources des sites internet, elle a tendance à être assez limitée quand on fait des recherches sur des sujets français ou francophones en général, puisque je pense qu'il y a un peu moins de sites qui sont accessibles aux robots tout simplement de ChatGPT, et il y a beaucoup de sites qui n'autorisent pas justement leur contenu à être récupéré par l'intelligence artificielle. Et donc bref, je la trouve pas encore incroyable, surtout à ce prix-là, et surtout quand on voit que là maintenant Grok vient d'arriver avec une fonctionnalité qui est honnêtement équivalente, qui permet d'avoir un résultat qui est franchement je trouve d'un niveau très similaire, sauf que Grok, ils permettent de le faire pour 0$ par mois. Donc profitez-en tant que c'est gratuit, allez tester cette IA, donc vous verrez par vous-même à quoi peut servir un modèle qui est capable de faire justement des requêtes de type Deep Research et d'aller chercher énormément de sources avant de vous faire une réponse, ce qui vous permet d'avoir des réponses bien plus complètes. Alors toujours du côté de OpenAI, on a une news qui nous parle d'un transfert potentiel de leurs besoins en calcul, puisqu'ils prévoiraient de transférer 75% de leurs besoins en calcul vers SoftBank d'ici 2030, et du coup de ne plus travailler avec Microsoft sur cette partie-là. Et ça fait justement partie du fameux projet Stargate, qui a fait pas mal parler de lui avant la sortie de DeepSeek, qui a un petit peu contrecarré cette annonce. Et donc voilà, actuellement c'est Microsoft qui héberge l'infrastructure d'OpenAI, mais forcément l'entreprise elle anticipe 20 milliards de dollars de coûts en 2027, donc c'est vraiment pas négligeable, et donc c'est pour ça je pense qu'ils sont en train de travailler avec SoftBank peut-être pour réduire ces coûts-là, ou en tout cas pour avoir une meilleure gestion de tout ça et être peut-être moins dépendant. Ce qui se passe en plus maintenant, c'est que le coût en inférence, donc au moment où le modèle génère sa réponse, va devenir plus important que le coût d'entraînement. Au début, on était un peu en train de faire la course à l'entraînement des modèles, et à du coup les entraîner sur des mois, sur des supercalculateurs. Mais maintenant, on est en train de se rendre compte que ce qui peut très bien fonctionner aussi, c'est tout simplement de leur laisser plus de temps pour réfléchir, entre guillemets, au moment où ils génèrent leur réponse, donc au moment de l'inférence. Et c'est ce qui se passe avec tous les modèles de type réflexion, donc comme O1, O3, ou DeepSeek R1, etc. C'est qu'ils passent plus de temps à générer leur réponse, ce qui permet d'avoir une réponse qui est plus qualitative, qui est plus réfléchie. Et donc ça change complètement quand même l'état des lieux, puisque avant on avait plutôt un coût d'entraînement qui prenait beaucoup de puissance, et maintenant ça va plutôt être le coût de restitution, d'inférence, qui va demander beaucoup plus de puissance. Donc la conclusion, c'est que OpenAI va continuer de croître à toute vitesse a priori avec les informations qu'on a pour l'instant, et qui cherche en ce moment à se diversifier, surtout sur la partie infrastructure, pour être moins dépendant de Microsoft, quitte à froisser forcément peut-être certaines personnes de ce côté-là.
on commence à avoir un petit peu d'informations sur les prochains modèles de ChatGPT, avec notamment un tweet qu'il y a eu de Sam Altman qui a un peu expliqué ce qu'il prévoyait pour la suite. Donc déjà, le prochain modèle qui va arriver, ce sera un ChatGPT 4.5, et ce sera du coup un modèle un peu amélioré du modèle qu'on a actuellement GPT-4o, donc un modèle un peu entre guillemets avec les anciennes méthodes, qui aura la capacité par contre d'être multimodal, donc de comprendre l'audio, de comprendre la vidéo, les photos, et le texte, donc ça c'est quand même quelque chose qui est toujours très utile. Mais par contre, à partir du modèle GPT-5, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, ils vont arrêter les modèles qu'ils avaient appelés O, O1, O3, qui étaient des modèles un peu de réflexion, et à partir du moment où on aura GPT-5, qui a priori serait prévu pour la fin du mois de mai de cette année, bah là, on aura un modèle qui sera capable, en fonction de notre question, de savoir s'il doit lancer une réflexion, entre guillemets, et donc d'avoir une réponse un peu plus recherchée, approfondie, avec un système de cheminement de pensée, comme ce qui est proposé avec les modèles comme O1 ou O3, ou tout simplement de vous faire une réponse tout de suite, puisque vous lui avez posé une question entre guillemets simple, et donc ce sera le modèle qui pourra évaluer du coup s'il passe sur un mode réflexion ou pas. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec ce futur modèle GPT-5, et l'avantage aussi c'est que ce modèle GPT-5, il aura la multimodalité, c'est leur objectif, et c'est vrai que c'est une des contraintes qu'on a aujourd'hui avec les modèles de type réflexion, c'est que malheureusement, typiquement O1, il n'est pas capable de lire un PDF ou de lire des documents, et ça peut être assez limitant. Donc on peut quand même le faire avec les versions O3, mais voilà, elles sont un peu moins performantes. Enfin bref, voilà, on n'a pas encore accès à toutes les fonctionnalités sur tous les types de modèles, ce qui peut un peu nous limiter. Donc c'est aussi, je pense, un des sujets sur lequel OpenAI va continuer à travailler. Enfin, pour terminer avec OpenAI, on a aussi eu quelques changements sur la suppression des messages d'avertissement de ChatGPT. Donc avant, quand vous demandiez des choses à ChatGPT, vous pouviez avoir un petit encart en orange qui vous disait que justement vous ne respectez pas les conditions d'utilisation, ou qu'il ne pouvait pas vous répondre. Donc voilà, il y avait un peu de limitation sur ces réponses. Et pour aller un peu dans la mouvance qu'on a en ce moment, de dire que voilà, on va limiter la censure des modèles, etc., on va pas se mentir, c'est lié aussi au changement politique qu'il y a en ce moment aux États-Unis, et donc forcément il y a un véritable shift un petit peu de toute la Silicon Valley qui avant avait plutôt tendance à faire très attention sur ces sujets-là, et qui maintenant a tendance à plutôt limiter la censure et à se libérer un peu sur ces thèmes-là, pour être un peu plus aligné avec justement le président du moment. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de politique là-dedans, beaucoup aussi d'effets d'annonce. En tout cas, ce qui se passe, c'est que maintenant, sur ChatGPT, en termes de censure, vous allez avoir un petit peu moins de limites. A priori, il va un peu moins vous afficher de limitations. Donc voilà, tester un peu en pratique, voir ce qui pourrait être possible d'être réalisé avec le modèle. Je pense qu'on pourrait peut-être lui faire générer un texte qui pourrait être injurieux, par exemple, ce genre de choses-là. Je pense pas qu'on pourra faire n'importe quoi non plus avec le modèle, c'est quelque chose en plus sur lequel ils n'ont pas énormément communiqué en termes de déploiement, c'est-à-dire à quel point ils vont commencer à enlever les différentes censures, modes de censure qu'il pouvait y avoir, à quelle vitesse ils vont le faire et qu'est-ce qu'ils vont enlever exactement. Mais voilà, je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir un modèle qui sera vraiment sans aucune censure, auquel on pourra demander comment fabriquer une arme, par exemple, ou ce genre de questions-là. Je pense qu'il y a des choses qui vont encore être pas mal coupées pour un moment, et bon, ça reste important, il faut quand même qu'il y ait un certain contrôle, je pense, sur ce genre de modèle, même si de toute façon, à côté, on a le monde de l'open source qui permet de faire des modèles qui ont aucune limitation. Voilà, ça c'est quelque chose, je pense, qui sera toujours qui sera toujours à disposition. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'avoir une stratégie un petit peu comme celle qui est proposée par Google via leur portail Google AI Studio, où on choisit si on veut avoir une réponse qui est plus ou moins censurée, et on peut un peu contrôler justement cette réponse-là. Donc voilà, ça peut aussi être intéressant, parce que y a des cas d'usage où parfois le modèle va vouloir censurer quelque chose et il n'y a pas vraiment de réelle raison derrière. On l'avait vu avec certains noms-prénoms qui déclenchaient justement des erreurs sur ChatGPT, puisque il y avait eu des problèmes de règles en termes de protection des données personnelles, ce qui faisait que le modèle il surréagissait à certaines réponses. Bon voilà, ça peut être intéressant d'avoir la possibilité d'activer ou non ce genre de censure-là. Du côté de la Chine avec DeepSeek, on a toujours un grand bruit autour de ce modèle-là, donc qui est en train un petit peu justement de faire des retentissements un petit peu partout dans le monde, avec une première info du côté de la Corée du Sud, qui a bloqué le téléchargement de l'application DeepSeek, puisqu'il la soupçonne
soupçonne de transférer des données personnelles des Coréens à l'entreprise ByteDance, qui du coup est la maison mère de TikTok. L'app, elle est toujours utilisable pour ceux qui l'avaient déjà, mais la commission de protection des informations personnelles recommande la prudence, et d'autres pays, notamment l'Australie, l'Italie, Taïwan, ont pris des mesures similaires. Donc voilà, pour rappel, DeepSeek, c'est un très bon modèle open source qui est capable de faire énormément de choses, mais quand vous l'utilisez via l'application DeepSeek ou via le site internet DeepSeek, les données, elles sont sur des serveurs qui sont en Chine, et là-dessus, vous n'avez pas un contrôle sur où est-ce que les données vont aller, et si derrière, il y a un usage potentiel de votre donnée personnelle. Donc faites quand même attention quand vous utilisez ce genre de modèle, et voilà, vérifiez quand même à ne pas leur donner trop d'informations personnelles. Et justement, du côté de l'open source, DeepSeek, il continue à proposer des nouvelles versions de leur modèle, et il y a une nouvelle version de leur modèle qui est sortie, qui est une version justement qui ne propose plus l'aspect censure lié au gouvernement chinois. Donc voilà, encore une fois, c'est un peu l'intérêt de l'open source, c'est qu'il peut y avoir des nouvelles versions qui peuvent être sorties par d'autres personnes, voire même par DeepSeek eux-mêmes, et ça peut permettre de faire avancer pas mal de choses. Et le fondateur d'ailleurs de DeepSeek a confirmé que pour lui, c'était très important qu'il continue sur de l'open source, puisqu'il y a un véritable effet de soft power à proposer ce genre d'innovation et à les partager. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Et en parallèle de ça, il y a Jensen Huang qui est le PDG de Nvidia, qui d'ailleurs a eu une grosse chute suite à la sortie de DeepSeek, puisque les personnes se sont dit, voilà, DeepSeek arrive avec peu de puissance à concurrencer des très gros modèles qu'on a du côté de l'Occident, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Nvidia n'est pas surcoté? Et pour Jensen Huang, DeepSeek ne menace pas l'industrie des semi-conducteurs, tout simplement parce qu'il estime qu'au contraire, la demande en puissance de calcul va continuer d'exploser, et donc du coup, ça ne va pas limiter la fabrication des GPU, et là-dessus, je suis plutôt d'accord avec lui, puisque le fait qu'on ait justement des modèles de plus en plus puissants, ça va créer des nouveaux cas d'usage, et du coup on va avoir besoin de tout simplement, on va plus s'en servir, et donc vu qu'on va plus s'en servir, on aura besoin toujours de nouveaux GPU pour calculer tout ça. Maintenant, là où je pense quand même que Nvidia doit quand même se méfier, c'est qu'aujourd'hui tous les grands utilisateurs de Nvidia sont en train de réfléchir à des solutions pour voilà, tout simplement avoir une alternative à Nvidia, et donc à créer leur propre processeur. C'est ce que OpenAI est en train de faire avec SoftBank et le projet Stargate. C'est ce que Google, ils le font déjà puisqu'ils ont déjà leur propre processeur. Il y a pas mal d'autres entreprises qui sont en train de créer des processeurs dédiés au calcul de l'intelligence artificielle, notamment Grok avec un Q. Et tout ça, ça montre que il y a de nombreuses entreprises qui ont envie de concurrencer Nvidia. Et forcément, quand on voit l'explosion que leur action a pu avoir, ça ne m'étonne pas de voir qu'il y ait d'autres entreprises qui soient en train d'essayer de les concurrencer. Bon, et puis sinon, du côté de la France, on va revenir sur le modèle Lucie, qui n'avait pas trop bien fonctionné, puisque au bout de 3 jours, ils avaient dû le désactiver. Et le créateur de ce modèle, Alexandre Zapowski, il assume cet échec en expliquant qu'il faut parfois prendre des risques, et reconnaît un manque de communication sur la nature académique du projet. Et forcément, c'est pas un projet avec des énormes investissements, et il y avait un aspect test, c'est aussi pour ça que le modèle n'avait pas de garde-fou, et qui pouvait du coup halluciner. C'est tout simplement parce que c'était pas l'objectif de faire un modèle qui n'hallucine pas. Il a aussi annoncé qu'il y aurait une nouvelle version de ce projet dans 2 mois, qui serait un petit peu mieux préparée, donc je pense que là-dessus, ils feront un peu plus attention pour justement éviter un peu le bad buzz qu'il peut avoir. Après, voilà, clairement, aujourd'hui, notre champion français sur la génération de texte par intelligence artificielle, c'est Mistral, qui propose des modèles qui sont quand même vraiment pertinents, et qui auront un niveau équivalent à ce qui peut se faire aux États-Unis ou en Chine, même si, voilà, ils sont un petit niveau en dessous, ils ont quand même des performances qui sont loin d'être négligeables, en particulier quand on les utilise en français notamment, où ils peuvent être bien plus performants puisqu'ils ont été aussi plus entraînés sur des données dans la langue française tout simplement. Et justement, en parlant de Mistral, information intéressante, l'application qu'ils ont lancée sur les différents stores, le chat, elle a atteint 1 million de téléchargements en seulement 14 jours, et elle est arrivée top 1 sur l'Apple Store en tant qu'application gratuite. Donc voilà, c'est une application qui a vraiment bien marché et qui se télécharge à l'international. Donc voilà, on n'est pas si loin derrière ça du côté de la France. Il y a quand même des vraies startups dans l'intelligence artificielle qui proposent des choses très innovantes. La prochaine news concerne une étude Ipsos qui confirme l'explosion de l'IA auprès du grand public. On a 39% des Français qui utilisent l'IA générative et 64% des cadres supérieurs qui l'utilisent. Chez les jeunes de 18 à 24 ans, ce serait 74% qui l'emploieraient, 55% chez les 25-34 ans et seulement 17% chez les 60-75 ans.
Les usages, ce serait lié principalement à de la recherche en ligne pour environ 48% des utilisateurs, à de la rédaction de mails pour 38% des utilisateurs, de la traduction pour 36%, de la correction de texte pour 32%, de la génération d'idées créatives pour 35% ou de la création d'images pour 29%. ChatGPT, ça reste la plateforme la plus populaire pour l'instant, mais l'essor de Mistral et d'autres pourrait changer la donne. Mais voilà, on a une véritable adoption rapide et la France semble suivre la tendance mondiale. Et voilà, je pensais pas que ce serait aussi élevé. 64% des cadres supérieurs, hein, je trouve que c'est quand même hyper impressionnant pour une technologie qui, si on se le rappelle, hein, il y a 2 ans, n'était pas vraiment là. Hein, donc c'est quelque chose où l'adoption a été extrêmement rapide. Donc si de votre côté, vous n'avez toujours pas passé le pas de l'utiliser régulièrement, vraiment, il va falloir vous y mettre. Et d'ailleurs, si là-dessus, vous avez des blocages, des questions, des choses sur lesquelles voilà, vous êtes un petit peu perdu ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à laisser un petit commentaire. Et voilà, moi, mon but aussi, c'est de vous faire des vidéos qui vous apportent un maximum de valeur, où vous pouvez apprendre des choses sur l'intelligence artificielle. Donc si vous pouvez me donner des thématiques ou voilà, avoir des questions un peu sur des cas d'usage que vous pouvez avoir dans la vie de tous les jours avec l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Sinon, du côté du hardware, on a l'entreprise Human qui avait fait le AI Pin. Hein. Donc c'était une startup qui avait fait cet appareil qui était un petit peu conceptuel et qui était censé utiliser l'intelligence artificielle et remplacer le smartphone, mais qui au final n'était pas du tout pratique et qui a subi de très grosses critiques, notamment de la part de très gros youtubeurs américains, ce qui a fait que le projet a tout de suite très mal fonctionné. Et donc, elle a été tout simplement rachetée, enfin en tout cas les actifs de la société ont été rachetés par HP pour une valeur de 116 millions de dollars. Et là, Epin, tout simplement maintenant, il ne va plus fonctionner. Il y a juste les personnes qui étaient dans la période de garantie qui pourront se demander un remboursement, mais malheureusement pour tous les autres, ils vont se retrouver avec un presse-papier qui a coûté 500 dollars. Donc c'est pas génial pour les premiers, les early adopters, du coup, qui se retrouvent avec un appareil qui est complètement inutilisable. Autre information assez intéressante, l'entreprise Safe Super Intelligence, c'est la startup d'Ilya Sutskever, qui était l'ex-directeur scientifique d'OpenAI, qui serait sur le point de lever plus d'1 milliard de dollars pour une valorisation à 30 milliards. Donc on a Greenock qui serait Greenock Capital Partner qui mènerait le tour avec 500 millions. Fondée avec Daniel Levy et Daniel Gross, tous deux ex-OpenAI et Apple, la boîte ne prévoit aucune commercialisation avant un moment, se focalisant uniquement sur la sécurité de l'intelligence artificielle avancée. Et c'est vrai que c'est un thème dont on a vraiment besoin et dont on n'entend pas suffisamment parler, je pense, puisque pour l'instant, les entreprises d'intelligence artificielle essayent surtout de sortir des modèles rapidement, qui sont puissants, qui peuvent être utilisés tout de suite, et sur l'aspect justement sécurité, c'est souvent quelque chose qui est un petit peu mis de côté, et c'est très probablement l'une des raisons qui avait fait qu'il y a justement été parti d'OpenAI suite un peu à un conflit ou une mésentente avec Sam Altman. Et donc on verra un petit peu ce qu'il sera capable de proposer. Peut-être que tout simplement ce qu'il pourrait faire, c'est d'être capable de proposer des outils qui permettraient de sécuriser des modèles d'autres entreprises. Ça pourrait être quelque chose de très pertinent. Et comme ça permettrait à des entreprises comme OpenAI ou autres de sous-traiter la partie sécurisation de leur modèle à un tiers, ce qui serait pas forcément une mauvaise chose. Bon, ensuite, un petit détour du côté de Meta. Des documents révèlent que Meta aurait envisagé d'utiliser des œuvres protégées pour entraîner ses modèles d'IA sans le consentement des ayants droit. Il est question de livres achetés au détail ou récupérés via Libgen, un site controversé de partage de livres piratés. Des auteurs dont Sarah Silverman ont attaqué Meta dans un procès. La stratégie interne de Meta aurait été de demander pardon plutôt que la permission. Ils auraient envisagé de ne pas divulguer l'utilisation de certaines bases de données. Meta n'a pas encore réagi publiquement, mais a renforcé sa défense avec 2 avocats spécialisés. Et donc, de toute façon, on va pas se voiler la face. Les modèles, que ce soit celui de Meta ou d'OpenAI, c'est sûr qu'il y a eu du contenu en partie sous droit d'auteur qui ont été utilisés pour l'entraînement de ces derniers. La question, c'est de savoir à quelle proportion, quel contenu exactement. Mais voilà, vu qu'ils ont essayé d'aspirer un maximum d'informations qui étaient sur Internet, il suffit qu'il y ait une partie du contenu qui était qui soit en provenance de bases qui auraient été piratées, ou admettons des copier-coller d'extraits de livres qui pourraient être sur des pages internet ou autres, il y a forcément une partie du contenu qui est un peu sous droit d'auteur. C'est ce qui leur a permis d'avoir des modèles très performants. Voilà, maintenant comment tout ça se sera jugé, on verra un petit peu comment ça se passera, mais on se rend compte que la stratégie de toutes ces entreprises, ça a été de le faire, d'entraîner les modèles, et puis de voir après un peu comment ça pourra se passer, et donc de ne pas demander la permission.
Sinon, du côté scientifique, on a une news très impressionnante. On a un outil d'IA développé par Google qui a trouvé en 48 heures la solution à un problème sur les superbactéries résistantes sur lesquelles une équipe de l'Imperial College London planchait depuis 10 ans. Le professeur José R. Penade avait soumis sa piste de recherche à l'IA qui a validé l'hypothèse en quelques heures et proposé 4 autres idées. Les chercheurs parlent d'une révolution potentielle en biologie avec un énorme gain de temps et d'argent. Bien sûr, ça soulève des questions sur la place des chercheurs humains, mais pour l'instant, c'est vu comme un outil complémentaire. Et là-dessus, c'est une des choses qui est très importante avec l'IA et sur laquelle on a moins de visibilité. Donc forcément, toutes les semaines, on parle de nouveaux modèles, on parle de d'IA générative ou autre, mais il faut vraiment pas sous-estimer ce qui est en train de se passer aussi du côté de la recherche avec Google qui est un des acteurs très importants dans ce milieu-là, et notamment avec l'entreprise DeepMind, l'une de leurs filiales DeepMind, qui a notamment fait le modèle AlphaFold, qui est capable de prédire comment des protéines vont se plier, ce qui est extrêmement utile dans de nombreux domaines, notamment en biologie. Et là, c'est un petit peu différent, c'est un modèle qui fonctionne un peu comme le modèle Deep Research ou les modèles de raisonnement avancé, qui va être capable de faire des raisonnements très longs. Donc là, en l'occurrence, le modèle, il a travaillé pendant 48 heures, donc on ne sait pas exactement si c'était avec des interruptions ou autre ou quoi, mais en tout cas, ce nouveau modèle, il est capable justement de synthétiser énormément d'informations et de trouver des nouvelles idées, des nouvelles solutions, d'aider les scientifiques dans leur démarche. Et on a vraiment des nombreuses choses qui vont être possibles grâce à l'intelligence artificielle qui ne l'étaient pas avant. Et forcément, vu qu'aujourd'hui on en est à l'état de la recherche, ça n'a pas un impact tout de suite dans notre vie de tous les jours, mais je pense que c'est des choses qui vont arriver très très rapidement. Et voilà, on va voir, je pense, de nombreux progrès dans la science qui vont arriver et qui vont être permis grâce à l'intelligence artificielle. Sinon, du côté d'Apple, petite info, on a Apple Intelligence qui va débarquer sur le Vision Pro en avril, et ils ont aussi annoncé un nouveau téléphone, le iPhone 16e, un peu moins cher, qui bénéficiera de toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence. Après, honnêtement, on va être clair, aujourd'hui, Apple Intelligence, c'est clairement pas au niveau de ce qui peut se faire en matière d'intelligence artificielle. Pour l'instant, voilà, Apple, ils ont tout simplement raté la transition vers l'IA. Je sais pas exactement ce qu'ils proposeront par la suite. Ils peuvent toujours faire des partenariats. Comme on l'a vu, ils sont en train de travailler avec OpenAI sur une partie de la gestion d'assistants ou autre. Mais pour l'instant, clairement, ils ont un peu loupé le coche et ils sont loin derrière. Et ce qu'ils proposent en termes de fonctionnalités et de services, ça n'a clairement pas le niveau avec ce qui est proposé par les concurrents. Et enfin, on termine avec une news qui concerne cette fois-ci Spotify, qui s'associe avec Eleven Labs, qui est la startup qui est très douée dans la partie génération de voix, que j'ai notamment utilisée. C'était ça la voix de Josh quand je faisais les épisodes avec Josh. Et donc, ils proposent maintenant 29 langues pour synthétiser des livres audio, qui du coup seraient disponibles directement dans Spotify. Donc l'idée, ce serait de proposer un forfait qui serait gratuit pour avoir des extraits de livres et qui serait payant par la suite pour proposer tout un tas de livres qui seraient des livres où la voix aurait été générée entièrement par une intelligence artificielle. Donc l'objectif, c'est quand même de signaler clairement les livres où la voix est générée par une IA versus un livre où la voix aurait été narrée par une véritable personne. Mais voilà, à voir si ça peut être quand même quelque chose d'assez intéressant ou pas. Bon après, moi je pense quand même sur l'aspect typiquement personnes qui seraient, des personnes qui pourraient avoir des handicaps, qui ne pourraient pas lire, qui ont une mauvaise vision ou qui sont aveugles, ça leur permet d'accéder à des livres qui tout simplement ne sont pas disponibles en audio ou qui ne sont pas disponibles en audio dans leur langue. Donc il y a quand même un côté accessibilité qui est rendu hyper intéressant par l'IA. Maintenant, forcément, aujourd'hui, on va être clair, les modèles de génération de voix, ils sont très qualitatifs, mais sur l'aspect intention des voix, ils n'ont pas du tout le niveau d'un narrateur professionnel. Mais voilà, c'est une technologie qui évolue très rapidement, et en plus de ça, en fonction du style de livre, le fait d'avoir un narrateur qui va être capable d'avoir un vrai jeu d'acteur, entre guillemets, quand il fait sa lecture, c'est pas forcément quelque chose qui va toujours être valorisé, en tout cas plus ou moins valorisé. Si on prend un livre qui va être assez technique, qui va être un livre plutôt informationnel sur un sujet bien spécifique, le narrateur il va plutôt avoir une voix monotone et il n'y a pas de dialogue ou autre. Par contre, si on est sur un livre avec une histoire, un roman ou autre, avec des dialogues, forcément là, ça va être plus pertinent d'avoir un narrateur qui va être capable vraiment de jouer un rôle, d'avoir un côté acting qui va mettre en avant le texte du livre.
Et voilà, c'était tout pour cette semaine. Donc vous l'avez vu, on est dans un nouveau setup, hein. J'espère que ça vous plaira. Je suis revenu sur un format un peu plus classique cette semaine parce que j'avais pas forcément le temps de vous faire une vidéo avec un nouveau concept ou une nouvelle idée, mais n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire, à me faire un retour sur les sujets que vous aimeriez voir, à me dire si vous êtes intéressé par des tutos ou autres par exemple sur certains outils spécifiques, et voilà, que ça me permettra de planifier les prochaines vidéos des prochaines semaines. Donc d'ici là en tout cas, n'hésitez pas à tester un petit peu les différents outils que j'ai pu aborder cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!